Tous les bandits ne sont pas des Arsène Lupin en puissance, loin s'en faut. Parfois, on dénote un flagrant manque de préparation, pour d'autres, c'est plutôt la chance qui est aux abonnés absents. Et même à l'occasion, c'est une accumulation d'étourderies qui transforme le casse du siècle en un pathétique spectacle tragicomique. S'il ne s'agissait pas de crime, on pourrait même en rire, mais hélas, ce n'est pas toujours drôle. À force d'accumuler ce genre d'anecdotes et d'histoires, Annie et moi avons eu l'idée de parler de nos cas préférés. En voici la première partie. Je suis Annie Richard. Je suis Jean-Philippe Rousseau. Vous écoutez Rétrocrime, le podcast d'enquête couleur sépia. Jean-Philippe, moi, je m'étais intéressée aux hold-up manqués, ce que j'appelle les hold-up manqués, mais c'est pas toujours des hold-up. Des fois, c'est des cambriolages aussi à domicile, des vols de toutes sortes, des larcins, admettons. Parce qu'à un moment donné, en cherchant pour autre chose, évidemment, c'est toujours comme ça qu'on découvre nos perles, j'avais découvert un procès en 1953 au sujet d'un vol qui avait été un vrai hold-up cette fois. En fait, je ne sais pas si on peut appeler ça un hold-up, mais c'est un vol pendant la nuit, je crois, dans un coffre-fort d'une banque à Carleton-sur-Mer, en 1952. Et ça, j'avais gardé ça en onglet parce que c'était incroyable. C'est l'histoire d'une gang de bandits qui était quand même assez bien organisée, qui commettait un vol de 10 000 $ dans la banque et qui, parce qu'ils voulaient éventrer le coffre-fort avec une torche, un des bandits a dû enlever son œil de vitre. Parce que ça chauffait, là, je sais pas. Je connais pas trop ce que c'est que d'avoir un œil de verre. C'est ça, il faudrait essayer. Avec la chaleur, c'est ça. Mais il a dû enlever temporairement son œil de vitre. Et que penses-tu qui s'est passé? Eh bien, il a oublié sur place, là où le coffre-fort était, l'œil de vitre. Et c'est ainsi que l'enquête le mena directement au prévenu en question. En fait, celui qui était... Parce qu'il devait être connu pour porter un œil de vitre. C'est comme ça qu'ils l'ont retrouvé, dans le fond? J'imagine, on l'appelait le borgne. Ah, ben oui, ça aide. Que je ne connaissais pas. Mais oui, ça fait en sorte, j'imagine, qu'ils ont réussi, malgré cette année-là, qui est 52. Si on pouvait déjà reconnaître quelqu'un avec sa fiche dentaire à l'époque, mais j'imagine que l'œil de vitre, c'était pas tout le monde qui en portait. Comment il a fait? Je veux dire, c'est sûr que ça aurait été un manchot qui aurait enlevé son bras artificiel, il s'en serait peut-être rendu compte. C'est sûr qu'à partir du moment où il voit rien, là, l'œil de vitre ou pas d'œil de vitre, c'est sûr qu'il n'a pas peut-être vu, il n'a pas vu la différence peut-être? J'imagine que quand on porte un œil de vitre, on ne le porte pas 24 heures sur 24 non plus. Il y a peut-être un côté où il est habitué autant d'un côté de l'avoir que de ne pas l'avoir, je ne sais pas. Mais je trouvais ça vraiment fascinant. Puis c'est comme ça que j'avais commencé, moi, en tout cas, mon engouement pour les hold-up manqués. Donc, c'est pour ça que ça va toujours être mon numéro 1. L'œil de vitre qui a amené directement à l'arrestation. Puis c'était quand même un gros vol, là, 10 000 $ là, en 52. Mais tu sais, Jean-Philippe, c'est sûr que là, c'est pas si difficile que ça dans les archives de trouver des hold-up manqués parce que jusque dans les années 80, là, c'était incroyable. Là. Des fois, là, il y en avait plus qu'un par jour qui était relaté dans les journaux. Ah, écoute, Annie, c'est incroyable. Et puis effectivement, là, ça me fait penser à cette histoire qui est survenue en janvier 63. C'était sur Delorimier à Montréal. Il y a un individu qui arrive dans une biscuiterie, figure-toi. Il rentre, il fait éruption, il voit le propriétaire, il sort une arme à feu, il le menace parce que, c'est ça, il fait un hold-up parce que, comme tu dis, il y en avait tellement souvent à cette époque.
Mais c'est la réaction du propriétaire qui est assez incroyable. C'est que le gars, plutôt que de lever les mains ou de s'exécuter en prenant, je sais pas, le contenu du coffre ou du tiroir-caisse, là, qu'importe, ben non, le gars, il lui donne un coup de poing dans la gueule. Tout simplement. En pleine face. En pleine face. Fallait-tu être tanné? Puis tanné, puis il faut avoir un certain courage parce que le gars, il avait une arme à feu, puis il n'y a rien qui indique, en tout cas dans ce qu'on a pu trouver, qu'il s'agissait d'une arme factice. Ça pouvait très bien être une arme véritable. Il risquait sa vie. Peut-être que le gars, là, il ne voulait pas se faire emmerder ce jour-là. Puis qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné un coup de poing en plein dans la face. Le voleur n'a pas demandé son reste, il est parti en courant, puis il a disparu, puis on n'a plus jamais entendu parler de lui. J'adore ça. Je suis rendue à un autre de mes hold-up manqués préférés. Encore une fois, là, je le répète que c'est pas tous des hold-up là, haut les mains avec un revolver ou quoi que ce soit. Mais pas nécessairement spectaculaire, c'est ça qu'on veut dire. C'est ça. Parce que des vols, il y en avait, des vols de sac à main, tout ça. Puis justement, j'en suis à ça. C'est l'histoire d'une femme d'un policier. On parle ici d'un policier qui faisait partie même de l'escouade des vols à main armée de la police de Montréal à l'époque. Okay. Un peu plus, il me semble que j'avais vérifié même, c'était le poste de police vraiment là qui était du centre-sud de Montréal. Et sa femme, déjà ce monsieur-là portait le nom de Henry Bond. Et comme c'était pas suffisant que d'avoir un nom de famille comme Bond, il fallait qu'il y ait une femme aussi badass que lui finalement. Celle-ci, un jour, s'est faite, apostrophée par un bandit dans le quartier Centre-Sud à Montréal, près du parc qu'on appelle le parc Baldwin. C'est le même parc maintenant, ça porte le même nom. Et il a voulu lui voler ce qu'elle avait, son sac à main, son argent. Et elle lui a sonné un tellement gros coup de parapluie sur la tête que le parapluie a fendu en deux. Là, il a cassé. Oh my God! Et le jeune bandit s'est sauvé. C'était la femme de Henry Bond, policier de l'escouade des vols à main armée. Apparemment, qui avait même montré à sa femme comment se défendre, avoir les techniques là, de défense, d'autodéfense pour ce genre de situation-là, qui était évidemment plus courante. On parle de 1937, si je ne me trompe pas. En fait, non, 1938. OK. Donc, celle-là, je la trouvais vraiment cinématographique, admettons. Puis on s'entend qu'à cette époque-là, les parapluies devaient être quand même pas mal plus robustes que ceux qu'on trouve aujourd'hui, mettons, sur Wish. Là. Probablement en fer forgé, même. Mais c'est incroyable, incroyable. Oui, ça, c'est un de mes préférés. Il faut dire, Annie, là, on tombe des fois sur des affaires hallucinantes quand on parle de hold-up manqué, de vol manqué, de crimes manqués aussi, là. Oui. Et puis, celui-là, là, c'est un de mes préférés, je dois dire. C'est arrivé en décembre 1960. Mm-hmm. Et là, on se trouve dans l'arrondissement du plateau Mont-Royal, qui ne ressemble pas vraiment au plateau Mont-Royal qu'on connaît aujourd'hui. Mm-hmm. Non, quartier populaire à l'époque. Très populaire, effectivement. Et puis, il y a un restaurant qui se trouve au 4397 avenue de l'Hôtel de Ville. Et nous avons 3 individus qui pénètrent pour commander de la soupe. C'est le mois de décembre, c'est l'hiver, on a envie de la soupe, c'est tout à fait normal. Sauf que le problème, c'est qu'à partir du moment où le restaurateur arrive avec ses soupes, le gars, il se fait poivrer. Poivré? Oui, poivré, mais attends, là. On parle... non, c'est ça. C'est là où ça devient drôle, là, parce que... Ben non. Ben oui. On parle pas de poivre de Cayenne, là. On parle pas de ce qui est utilisé par les forces de l'ordre, pour poivrer les manifestants qui sont un peu, je veux dire, qu'on doit un peu domestiquer parce qu'ils passent les bornes. Non. On parle du poivre noir, ce qu'on peut retrouver sur les tables dans un restaurant ou sur les comptoirs. Du poivre ordinaire. Du poivre ordinaire, oui. Oui, il y en a un qui poivre le commerçant avec du poivre ordinaire. Et puis, le gars, le commerçant, il a dû être pas mal surpris là, de se faire assaisonner de même. Fait que ils en ont profité sans doute de l'effet de surprise pour voler les $68 qui étaient dans la caisse du restaurant. Hey boy. Et oui, c'est incroyable. Les gars ont fini quand même par partir, mais ils ont été arrêtés. Et il se trouve que sur les 3, il y en avait 2 qui étaient des récidivistes et donc qui ont été condamnés. Fait que, on se demande, là, qu'est-ce qu'on va faire? Ça va être quoi les prochaines étapes? L'attaque à la moutarde jaune dans un délit?
tu sais? Ou le molestage d'employés de dépanneur à coups de Mr. Freeze. Ça fait partie des armes les plus inusitées des hold-up. Incroyable. Hein? Du poivre. Parce que les armes, c'est ça, on y reviendra avec d'autres hold-up manqués, là, mais ça, ça en est une bonne. Maison. Moi, je vais parler, là, on se transporte maintenant en 1958, les années 50. Dans mon coin, dans l'est de Montréal, quartier Tétroville, plus précisément, il y a un centre d'achat, qu'on appelle le centre d'achat Champlain. Il y avait une épicerie ici très populaire qui s'appelait Steinberg. Donc, il y a un homme qui est rentré là et qui a crié « Hold up », mais mauvaise chronologie dans ses gestes ou mauvais choix de vie, j'ai aucune idée. Ou peut-être les deux. Il a décidé qu'il tirait en même temps qu'il criait « Hold up », il a tiré directement sur le commis qui avait la caisse, tu sais. Donc, ne lui offrant évidemment aucune chance de sortir l'argent parce que, bon, il l'a pas tué, heureusement, mais il l'a blessé à l'épaule. C'est un monsieur qui a été quand même traumatisé puis qui a fait un bon séjour à l'hôpital pour réparer son épaule, mais il était visiblement pas capable de sortir l'argent. Évidemment. Puis il y avait une centaine de clients, il paraît, dans l'épicerie, dans le marché, qui ont pu donner une superbe description et qui d'ailleurs, pour les auditeurs, là, vous pourrez aller voir notre revue de presse, on a la photo d'arrestation du bandit en question et puis il n'y a pas un visage qu'on oublie. Tu sais, je dis ça comme ça, il n'y a pas un visage de quelqu'un qu'on a le goût d'y faire une blagounette, une petite pichinotte sur le bord de la babine, c'est non. Tu sais, on est sûr que ça ne fonctionnera pas, qu'on risque d'avoir des représailles. Disons qu'il est non, prenant. Je confirme, là, je viens de voir la photo, oui. Autant de profil que de face, là, j'ai pas envie de se faire de blagues. Bref, il s'est sauvé. Parce que là, il s'est sauvé sans argent, sans rien, là, évidemment. Il est parti bredouille. Mais à cause de sa description, on a pu retracer de qui il s'agissait. On cherchait Vernon Malcolm Long parce qu'en fait, il avait aussi tué. Il était accusé il était recherché, en fait, il était présumé meurtrier pour un meurtre qui s'était passé, je pense, dans le centre-ville de Montréal la même année, en 1958. J'ai d'ailleurs sorti l'enquête du coroner de cette victime-là. Ça semblait être une bagarre là, après une beuverie, tout ça. Là. Il y avait-tu un homme originaire de Pointe-aux-Trembles? Un charmant personnage, donc. Oui, c'est ça, il avait l'air assez criminel d'habitude. Donc, Vernon Long, ce qui est très fascinant dans ça, non seulement c'est le fait qu'il ait tiré en criant « hold up », là, c'était beaucoup trop impulsif. C'était pas efficace, en fait. T'sais. Mais c'est surtout le fait que partout dans les journaux, on cherchait l'homme grenouille. C'est ça qui m'avait interpellée. On cherche l'homme grenouille qui a fait un hold-up chez Steinberg. C'est ça, à Tétroville. Et qui a tué, c'est ça. Puis là, je me disais, ouais, l'homme grenouille, tu sais. Et finalement, pour réaliser que c'est parce que cet homme-là, Vernon Long, venait de Halifax, en Nouvelle-Écosse, et que son métier, d'habitude, c'était scaphandrier. C'était un scaphandrier. Pourquoi? Je ne sais pas. J'aimerais vraiment ça. Je devrais investiguer plus. D'ailleurs, j'ai fait venir le coroner du meurtre qu'il a commis. C'est sûr qu'il m'intéresse, Vernon, là, visiblement. Donc, c'est ça. C'est un de mes hold-up manqués. On cherche un scaphandrier, un homme grenouille qui a tiré beaucoup trop vite sur un caissier dans l'est de Montréal. Je veux pas rire de ça, parce que c'est pas drôle. J'ai lu les témoignages, puis c'était le monsieur était blessé, tout ça. Il n'y a rien de drôle là-dedans, mais en même temps, je trouve ça intéressant que ce soit un peu risible du côté du bandit aussi. Avec le recul, et puis effectivement, donc comme quoi c'est bien important de bien coordonner ses gestes. Oui. Donc de crier « hold up », c'est correct, mais tire pas sur la personne qui est supposée t'aider à donner de l'argent. C'est un peu ridicule. Un peu comme ce qu'on disait d'ailleurs depuis le début, c'est que oui, c'est vrai, des fois c'est des cas qui peuvent être un peu ridicule. Mais il faut toujours garder en tête que sur le coup, lorsque les événements arrivent, c'est des événements qui peuvent être traumatisants pour les victimes, qui peuvent des fois... Tu sais, il y a un côté courage, il y a un côté témérité, il y a un côté aussi comme pratiquement un drame qui aurait pu arriver dans bien des cas. Et puis celui dont je vais vous parler en fait partie. Ça s'est passé en janvier 1954 au 3911 de la rue de Drolet à Montréal. C'est une épicerie qui se trouvait là, qui n'existe plus aujourd'hui. Et c'était situé dans le sud du plateau Mont-Royal. Alors, à une époque où on croisait pas mal plus d'ouvriers que de hipsters avec leurs équitables expressos, c'est une petite rue, la rue Drolet. Et c'est une rue qui, en tout cas aujourd'hui, puis j'imagine qu'à l'époque ça devait être pareil, qui est en sens unique. Donc, vraiment, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas beaucoup d'achalandage dans cette rue.
Et à un moment donné, l'épicier qui s'appelle John Share, qui avait à cette époque 48 ans, remarque que dans la rue, il y a une voiture qui est stationnée. Et puis, il semble remarquer des individus à l'intérieur qui regardent dans sa direction. Il ne s'inquiète pas trop, mais à un moment donné, il se dit, ouais, je vais quand même prendre un marteau qui devait servir sans doute pour faire des réparations dans son épicerie, et il l'a caché sous son comptoir. Il a bien fait parce qu'au moment où les deux individus sont sortis de la voiture puis ils sont rentrés dans son commerce, ils ont brandi une arme à feu et lui ont demandé de donner sa caisse. Et là, une réaction qui est assez incroyable, sans doute une réaction instinctive, c'est qu'il a pris son marteau qu'il avait caché et puis il l'a directement pitché, lancé en direction de l'individu qu'il menaçait d'une arme à feu. Et le gars l'a reçu en pleine face, puis apparemment avec force. Mais ça n'a pas suffi. Et puis en plus, vu qu'ils étaient deux, s'en est suivi une bagarre. Alors évidemment, ça fait du bruit, ça a dû mettre un peu le chaos dans l'épicerie. Et il se trouve que l'épicerie était juste à côté de leur logement. Tu sais, comme ça arrivait beaucoup, là, de moins en moins, mais à l'époque, c'était quelque chose de courant. Il y avait le commerce et puis il y avait le logement qui était juste à côté. Et le fils de monsieur... John Share a entendu les bruits, puis il se demandait qu'est-ce qui se passait. Et son fils, Frank, est accouru depuis le logement et a pris, en même temps, a pris un lourd chandelier. Un chandelier. Oui, c'est bon, ça aurait pu être autre chose, mais ça a été un chandelier. Et il est arrivé à la rescousse pour aider son père. Et puis il a frappé avec son chandelier l'un des bandits. Une arme de chandelier. Hey, tu as les armes là, aujourd'hui. Mais ça fait penser pas mal à Clou. Je ne sais pas ce que tu en penses, là, le chandelier dans la bibliothèque avec Monsieur Moutarde. Hein? Non, mais sérieux. Et il a frappé tellement fort, d'ailleurs, avec ce chandelier, qu'il s'est brisé en plusieurs morceaux. T'imagines? Le chandelier, c'était souvent comme quasiment en fer forgé, justement. Oui, ou en fonte. Des fois, là, c'est des affaires assez lourdes, là, puis assez solides, merci. Ça a dû faire mal. Et mais ça se terminait pas là. Ils ont continué à se battre. Et puis, à un moment donné, là, il y a le voleur qui était armé, qui a échappé son arme à feu. Et Frank, donc le fils de l'épicier, s'est saisi de l'arme et a mis en joue le bandit en attendant l'arrivée des policiers, puisque en même temps, pendant ce temps-là, il y a Madame Share qui appelait les services de police. Donc, les deux ont été arrêtés. Mais c'était pas son premier hold-up, c'est ça le pire. C'est que 2 ou 3 mois avant, c'était en novembre 1953, John Share, le même, était parvenu à maîtriser un voleur de 18 ans qui venait de dérober avec un complice $10 du tiroir-caisse ainsi que des cigarettes. Après leur larcin, là, il avait foncé sur eux, puis il en avait maîtrisé un des deux. Donc, c'est quelqu'un qui avait l'habitude de ne pas se laisser faire. Donc, voilà. Et puis, on va vous mettre dans la revue de presse les photos des articles, parce qu'il y a un certain nombre de photos qui sont assez parlantes. Merci. Oui, puis d'ici là, je t'avouerais que ça, c'est un cas de « faut trouver la descendance ». Faut trouver la descendance de John Share et de son fils, parce que là... Eux veulent voir ça, parce que c'est plate à dire, mais ces choses-là ne vont pas nécessairement traverser le temps. Exact. Puis les gens ne sont pas toujours au courant. Pour l'avoir moi-même fait avec les prix d'héroïsme d'art des années 40-50, quand j'ai réussi à contacter des gens, ils sont vraiment contents. Puis parfois, ils n'étaient pas qu'ils n'étaient pas au courant. Ils peuvent être au courant que c'est arrivé. Ouais. Mais ils ne sont pas nécessairement au courant que ça avait fait l'objet d'un article de journal ou d'un prix d'héroïsme. Puis ils sont vraiment contents de le savoir. Et puis, on est quand même à une époque où les gens étaient quand même plus, plus discrets par rapport à ce qu'ils ont pu faire. C'est pas... on était dans des générations où on ne s'étendait pas sur les réseaux sociaux. Évidemment, ils n'existaient pas. Mais on se vantait pas nécessairement d'actes qu'on considérait normaux parce que dans le fond, John Share, qu'est-ce qu'il a fait? Il a protégé son commerce, il a protégé son investissement, il a protégé ses revenus et sa famille. Puis c'était une réaction que, c'est vrai, on l'a vu à plusieurs reprises
dans ce genre de cas qu'on voyait régulièrement chez les commerçants. Ils essayaient de protéger leur patrimoine, en tout cas leur propriété, tout simplement. Mhm. Et oui, j'ai cherché... il faut dire aussi que, comment dire, John Share, dans les articles de presse de l'époque, il l'appelait pas souvent John Share par son véritable nom, il l'appelait Jacob Sharp, il l'appelait Jack Share. J'ai dû chercher dans les annuaires de l'époque, dans les bottins téléphoniques, pour trouver le bon nom et confirmer qu'il s'agissait bien de John Share et non pas des... vous allez voir d'ailleurs dans la revue de presse, là, c'est... Comment dire, le nom a été complètement massacré, c'est pas le vrai nom. Et donc, j'ai essayé de retracer cette famille, mais non, je n'ai pas trouvé nulle part d'autres traces dans les médias, en tout cas. On va s'y remettre. Oh oui, définitivement. J'en arrive à un fait inusité dans les hold-up, évidemment, on est là-dedans, mais celui-là, là, je l'ai vraiment aimé. Autant qu'il est court, qu'il n'y a pas grand-chose à raconter, autant que j'ai cherché pour trouver c'était qui l'auteur de ça. Ça s'appelle, pour moi, Le voleur poli. Parce que c'est en 59, chez un garagiste sur la rue Boyer à Montréal, dans le quartier Rosemont. 2 hommes se sont pointés et il y en a un des deux qui a carrément, justement, pointé un revolver dans le visage du garagiste pour lui ordonner de rendre le contenu de sa caisse. Le garagiste, il n'y avait pas d'argent, malheureusement. Donc, il a répondu que je suis désolée, je n'ai pas le moindre sou dans ma caisse. Et le bandit lui a répondu « bonsoir et merci ». Poliment. C'était même écrit que ça l'avait étonné, ça l'a figé, le garagiste en question. Et comme il n'avait pas l'air très récalcitrant, ce garagiste-là a décidé de les pourchasser. Et il les a attrapés. Il les a fait arrêter. Malheureusement, comme les années 50 étant les années 50, ce même garagiste-là, quelques semaines plus tard, a eu la visite de d'autres bandits qui, cette fois, les ont ligotés, lui et son collègue, moins mis drôle, dans une pièce. Beaucoup moins drôle. J'ai pas vu de sévices, par contre, mais ligoté, mis dans une pièce pour pouvoir partir avec le coffre-fort. Donc, c'était tellement fréquent. Mais c'est ça. Tout ça pour dire que celui-là, je l'ai beaucoup aimé, mais j'ai cherché le voleur poli parce que, comme il a été arrêté, je me disais, il faut que je le trouve, tu sais, et j'ai pas encore... Bon, je pourrais peut-être demander le primitif des causes à BANQ, là. Je pourrais peut-être faire ça un jour, mais bon, là, tu sais, c'était peut-être pas dans mes priorités, mais ça reste que j'ai beaucoup cherché mon voleur poli, mais en vain, je ne l'ai pas trouvé. Puis parlant de voleur poli, j'en ai un autre comme ça aussi, qui pourrait un petit peu rentrer dans la même genre de catégorie. C'est le voleur galant. Puis on voyait ça des fois, là, des titres comme ça, des vols d'auto, admettons, que c'est parce que... Puis ils se rendaient compte que l'auto avait été laissée dans un ciné-parc. Puis qu'il y avait un rouge à lèvres sur la banquette, admettons, puis c'est parce qu'ils ont volé l'auto pour impressionner la nouvelle blonde, pour l'amener au ciné-parc. Tu sais, on voit souvent, peut-être pas souvent, mais j'en ai vu quelques-uns dans les archives. Puis, en 1954, il y en a eu un comme ça. C'était 2 évadés, en plus d'une prison de Montréal, des jeunes, là, début vingtaine, qui avaient volé dans le coin de Saint-Romuald afin de gâter leur blonde, de leur acheter des affaires, des bijoux, puis tout ça, mais qui se sont ramassés, évidemment, là, à la prison de Rimouski assez rapidement parce qu'ils se sont fait prendre là, les voleurs galants. C'est ça. Oui. C'est cute et pas cute à la fois. C'est ça, tu sais. On se transporte maintenant en avril 1978, où là, on a un homme de 33 ans qui rentre dans un Woolworths de Shawinigan. Ça, c'est en Mauricie. Et il rentre dans le commerce comme bien d'autres clients. Et puis, il a l'air peut-être un peu perdu, ou en tout cas, il cherche quelque chose. Alors, il va voir un employé, et puis il lui demande où se trouve l'allée des jouets. Donc, l'employé lui indique où se trouve la rangée et il y va et il trouve un revolver jouet en plastique chromé. Ça avait l'air des vrais, hein, ces époques-là. Surtout à l'époque. Oui, moi j'en avais là, dans les années 80 qui étaient vraiment très, très réalistes. Et il le sort de son emballage. Je ne sais pas trop comment c'était présenté à l'époque, mais en tout cas, il prend le revolver jouet et le met à sa ceinture. Et se dirige ensuite vers la caisse du magasin qui devait se trouver sans doute en avant. Et puis, sort le revolver et le braque sous le visage de l'employé en lui disant «
Je cite, « Donne-moi l'argent, vite, ça presse. » Puis là, il y a un mot qui commence par T, qu'on utilise beaucoup au Québec, qui est un sacre. Un mot d'église. Et oui, un mot d'église. Et donc, l'employé, un peu pris au dépourvu, lui remet la somme de 225 $. Et puis ensuite, le voleur, il ne demande pas son reste, il part en courant parce que, dans le fond, lui, là, il est bien content. Il a réalisé un vol à moindre frais. Il est arrivé sur place, il a trouvé tous les outils nécessaires à son vol, tu comprends. Il a pris un revolver joué, ça a pris 5 minutes et puis voilà. Alors là, c'est sans doute sans compter la présence d'esprit du directeur de l'établissement qui, flairant l'arnaque du pistolet joué... Ça se peut qu'il ait lui-même mis les prix sur ce revolver-là. Peut-être, c'est possible, c'est fortement possible. S'est mis à poursuivre le voleur et puis à rapidement mettre la main au collet. Donc, 15 minutes plus tard, le bandit fut amené au poste de police pour y être interrogé. Donc, voilà. La fainéantise ne paye pas, Annie. Non, puis bon, des fois, on se croit brillant, mais... Ouais, hein? Peut-être qu'on n'était pas à l'apogée de cette brillance. Non, c'est un peu comme avec du poivre. Ça ne marche pas. Là, tu te sers pas des choses qui sont présentes dans le commerce. Ça n'a jamais bien fonctionné. Surtout que le revolver jouet, oui, on a souvent vu ça dans les années 50, 60, 30 ans, 78. Peut-être qu'il tirait l'élastique un petit peu. Ouais, possible. J'en viens à un de mes hold-up favoris, vraiment, si c'est pas mon préféré. Mon avant-dernier préféré, peut-être. En tout cas, peu importe. C'est très difficile, je pense, Jean-Philippe, de faire un ordre. Vrai. Ils sont tous délicieux, les uns que les autres. Donc, il s'agit de la chocolatière Frondeuse. Oh! C'était en 1937, une chocolaterie qui s'appelait Mary Lee Candy Shop sur la rue Ontario, dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve à Montréal, près de la rue Pineuf. C'est un peu l'ancêtre des Laura Secar. Je ne sais pas s'il y en a en Europe des Laura Secar. Non, je pense pas. Non. Il n'y en a pas. Ah, j'aurais pensé que oui. Mais en fait, c'est un autre... c'est une chocolaterie, une bonbonnière, si on peut dire, en tout cas, qui est très populaire ici. Puis, il recevait la visite d'un voleur, évidemment, le Mary Lee Candy Shop. Et l'employé à ce moment-là, c'était Mademoiselle Chute. Je ne sais pas comment le prononcer, S-H-U-T-E, donc je le dis, là, je l'épelle parce que Chute, ouais, c'est ça. Peut-être que c'est d'origine allemande, ouais, peut-être, c'est ce que j'ai l'impression, selon, parce que je l'ai cherché, sachez. Okay. Donc oui, il y avait beaucoup de ce nom de famille-là qui était d'origine allemande dans les registres. Bref, je ne l'ai pas trouvé. Je pense l'avoir trouvé, mais je ne suis pas encore certaine de ça, parce que ça, c'est un cas pour moi de chercher la descendance pour leur en parler. Moi, je veux savoir que ma grand-mère a fait ça, en tout cas, c'est sûr. Et donc, sous la menace d'un revolver, un vrai, là, on n'est plus dans les jouets, il demande à la jeune femme le contenu de sa caisse. Mais la jeune femme, là, elle note dedans. Ça, c'est une expression québécoise, hein? Pour dire qu'elle ne se laisse pas faire. Elle a beaucoup de caractère. Sur un ton très défiant, elle lui dit, viens-t'en. Ah ouais, viens-t'en, te servir toi-même. J'adore. Viens la prendre, l'argent dans la caisse. Mais tu sais, j'imagine le regard, j'imagine tout le non-verbal qui vient avec ça. Et le gars... Parce que souvent, c'est la surprise. Hein? Eux autres sont sur le nerf. Là. On a beau dire, c'est eux qui ont l'arme dans les mains, tout ça. Mais ils savent très bien qu'ils sont en train de jouer leur vie. Là. La prison, dans ce temps-là, c'est pas plaisant. Là. Bordeaux, Saint-Vincent-de-Paul, ça ne te tente pas en 1937, mais pas du tout. Là. Fait que c'est sûr qu'il faut que ça y aille là, en ligne droite. Et là, t'as une commis qui dit, viens-t'en la chercher, puis à côté de la caisse, il y a quelque chose d'extrêmement intimidant dans ça, tu sais, de très narguant à la limite. Tu t'attends pas à ça, là. Tu t'attends à ce que la personne ait peur et puis s'exécute tout de suite. Surtout une jeune femme d'une vingtaine d'années. Exactement. Tu sais, fallait-tu qu'elle soit coriace? Je veux dire, moi, je l'aime tellement. Je porte une affection pour Madame... Définitivement. Madame Chute. Donc, devant autant d'audace... Évidemment, le bandit a pris la fuite sans butin et sans chocolat. Donc, Come and get it, dit une chocolatière à un bandit, c'était le grand titre dans le journal Le Canada à cette époque-là. Vous irez voir sur la revue de presse parce que c'est ça. Tous les termes d'époque aussi, on disait des fois un apache, un malandrin, une fripouille même des fois pour un bandit. Il y a tout un champ lexical pour ces choses-là que ça vaut le détour d'aller voir ces articles-là, mais cette chocolatière-là, wow! Ah, cette histoire-là, Annie, là. Je ne sais pas comment la qualifier, puis ça, c'est mon histoire favorite parce que c'est une accumulation de bad luck. Ah, wow. Vraiment. Ah, vraiment, vraiment. Là, on se transporte dans le coin de la belle ville de Québec, en fait, à Sainte-Foy. OK.
Et il y a un centre d'achat Place Laurier et on se transporte donc à l'été 1969. Où là, il y a 5 individus qui arrivent dans le centre d'achat dans la succursale de la Banque de Montréal, qui est, comme ça le dit, une banque, et qui fracassent la porte d'entrée à coups de barre de fer. Alors, quand je dis fracasse, là, c'est vraiment de façon bruyante. Là, vraiment, là, ils y vont à fond. Et évidemment, les employés qui étaient dans la banque, elles venaient d'ouvrir. La banque, il était comme 9 h du matin, si ma mémoire est bonne. Et ils voient les énergumènes arriver. Et ils cachent l'argent dans la voûte et puis ils ferment la grille en s'enfermant en même temps. Comme une grille métallique, ils verrouillent ça. OK, wow. Alors, les bandits sont un peu décontenancés. Ils commencent à tirer dans la serrure de la grille. Dans certains journaux, ils parlent de 5 à 6 reprises qu'ils essayent de tirer dans la serrure, mais ça ne marche pas. Ils sont un peu, on s'entend, là, un peu tépités. Et ils se retournent vers les caisses qui sont là, près des comptoirs, et puis ils en sortent une somme de 5 000 $. Bon, finalement, après recalcul, on se rend compte qu'on parlait plus de 20 000 $ au moment où ils ont été présentés devant le juge. Il s'agissait quand même de 20 000 $. 20 000 $ en 69, c'était quand même une si on belle la petite... conversion, mais c'est ça, une belle petite somme. Et donc, vu qu'ils n'arrivent pas à mettre la main sur les gros sacs de bidou, ils s'en vont. Ils prennent la poudre d'escampette, et puis figure-toi qu'ils sont toujours dans le centre d'achat. Là, ils se dirigent vers le stationnement. Et là, ils tombent nez à nez sur 2 braves femmes là, qui, sans doute, vont magasiner, tout simplement. Ils sont Place Laurier. Là, et elles devaient être très surprises, et puis un peu comme... gelé sur place et ne savait pas comment réagir. Et l'un des bandits, voulant qu'elle fasse place, là, qu'elle libère un peu le passage, a tiré, a usé de son arme. Puis on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Il y a eu peut-être un ricochet, quelque chose. Mais la balle est arrivée dans la cuisse d'un des bandits. De son comparse. Oui. Alors, bon, il y a le Soleil qui dit un peu plus tard qu'il s'agissait en fait du bas de l'abdomen, mais... C'est pas mieux. C'est pas mieux. Et puis, le résultat est le même. Il y a un des bandits qui est blessé. Donc, ils sont 5, dont un blessé qui est traîné jusqu'au stationnement de Place Laurier. Ils le mettent dans une camionnette. Oh, mon Dieu. Ah, attends, c'est pas fini. Non? Non. Là, ils essayent de prendre la fuite en camionnette. Mais on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Je vous rappelle, c'est le matin, en plein mois de juillet. On est en plein jour. Voilà qui, rencontre un poteau sur le bord de la route. Ils foncent dans un poteau en camionnette en plein jour sur le bord de la route. Le gars qui était déjà blessé est comme éjecté à l'extérieur. Mais non. Oui, avec l'argent. Avec une partie de l'argent. Là. Hey, ça, là, c'est un des meilleurs. Là. Ah non, vraiment, écoute, là, c'est incroyable. Incroyable. C'est ça. Alors, sur les 5, là, les 4 finissent par prendre la fuite. Il y avait, ils étaient venus à plusieurs voitures. Des amateurs, hein? Oui. Alors, en fait, ils avaient volé des véhicules à Montréal. Ils avaient mis des fausses plaques d'immatriculation. Ah, c'était donné la peine, mais... Quand même, mais c'est ça. Le début était bien, c'était bien parti. L'énergie était là au début, mais il a manqué de quelque chose pour plus tard. Et donc, sur les 5, il y en a 4 qui prennent la fuite. Ils ont laissé le gars qui était blessé. Là, très loyal, hein? Il était par terre. Peut-être qu'il était sonné aussi par le catapultage à l'extérieur de la camionnette. Alors évidemment, les policiers arrivent sur place, ils arrêtent le blessé, ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Ils mettent la main sur l'argent qu'il avait avec lui, puis une arme. Et ça a été assez difficile de retracer après le fil des événements. Mm-hmm. Mais on sait qu'au mois de septembre, tout le monde était arrêté. Et puis qu'ils ont été en procès au mois de décembre. Alors, il se trouve que celui qui a été blessé a été l'un des plus malchanceux puisqu'il a écopé de 5 ans de prison. Il y a 3 des complices qui ont été acquittés faute de preuves. Peut-être que ça a été difficile de démontrer qu'ils étaient sur place. Je ne sais pas. Oh, mais oui, l'autre il était vraiment réellement sur place, hein, blessé. C'est ça. Là, il a été arrêté. Tu sais. C'est incroyable. Ouais.
Et puis le 5e, lui, il a été condamné à la prison à vie parce que l'année d'avant, il avait été dans une histoire de vol à main armée à Toronto. Donc, il a été jugé en Ontario et puis il a été condamné à vie. Moins drôle pour lui, mais écoute. J'adore. C'est incroyable, toute cette histoire-là. Place Laurier à Québec, hein? On s'en douterait pas. Un enchaînement de bad luck. Oui. Voilà qui conclut notre premier épisode sur les hold-up manqués. Et croyez-moi, il y en aura d'autres, si vous voyez ce que je veux dire. C'est le genre de sujet qui risque bien de revenir régulièrement dans le podcast. Comme toujours, nous vous invitons à consulter notre sélection de revues de presse sur le site retrocrime.com. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. On se retrouve très bientôt pour d'autres histoires criminelles. Bye bye.